Aujourd'hui, dans un remarquable effort de synthèse qu'il a lui-même considéré comme une véritable épreuve, Raymond Abellio entreprend dans son autoportrait, d'où il a éliminé toute anecdote, une défense et illustration de son système de pensée. Alors, ce que je vais dire, dans une certaine mesure, est subversif, bien entendu. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, notre société a besoin des chocs, des nouvelles spiritualités, qui sont d'ailleurs des spiritualités de toujours, bien entendu. Elles ont simplement une forme nouvelle. Alors que je sois à contre-courant, cela me paraît aujourd'hui patent, évident. Les penseurs et les littérateurs à la mode, ceux qui occupent la vitrine de la philosophie et de la littérature française aujourd'hui, pensent par exemple que la vie est absurde. Alors qu'en ce qui me concerne, je veux en découvrir partout la positivité et le sens. Ils parlent sans cesse de la mort de l'homme, alors que moi j'essaye de construire, d'édifier l'homme intérieur. Ils sont fascinés par la dissémination, la fragmentation, comme ils disent, la fragmentation des signes. Tandis qu'en ce qui me concerne, j'essaie d'être en communion avec la montée, l'unité du sens. Ils considèrent que la grande loi de la vie, c'est l'émiettement, la dispersion de la mémoire. Tandis qu'au contraire, je pense que la grande force de la vie, c'est la constitution du temps en nous, et c'est la force d'intégration de cette même mémoire. Et pour conclure, il croit à l'impossibilité de la communication entre les consciences et les êtres. Tandis que je crois au contraire, et que je pose même comme postulat de mes conceptions philosophiques, le principe de l'interdépendance universelle, jusqu'à sa culmination dans l'intersubjectivité absolue. Notez d'ailleurs que cette notion d'interdépendance universelle, les savants classiques, les savants de l'ère moderne, l'admettent, mais uniquement sur le plan physique, et ça c'est capital. Ils parlent de gravitation universelle. Alors, si je tends la main, je lève le bras, je modifie la gravitation universelle, puisque je déplace le centre de gravité de la Terre. Et par conséquent, je modifie la gravitation universelle jusqu'aux confins des galaxies et de l'univers. Je la modifie d'une quantité infinitésimale, mais je la modifie quand même. Mais ceci est vrai sur le plan physique. Mais les savants refusent que ce soit également vrai sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. Or, le moindre sentiment, pour moi, la moindre émotion et la moindre pensée s'inscrivent aussi dans la trame indéfinie de l'univers. Davantage même. Non seulement ils s'y inscrivent, mais j'ai même tort de dire que c'est moi qui émets ces sentiments, ou ces émotions et ces pensées, car en réalité, ils y sont inscrits depuis toujours. Et c'est l'univers entier qui les induit en moi. C'est ce qu'on appelle, en ésotérisme, l'éternel présent. Nous avons là, bien entendu, une affirmation de principe grave, car elle met en cause des problèmes fondamentaux comme celui de la liberté de l'homme. Il faut accepter d'aller jusqu'au bout de ces conséquences-là si on est vraiment un philosophe ou un penseur. Il faut assumer, bien entendu, les responsabilités de cet ordre et poser le problème de la liberté. Je ne le poserai pas ici, c'est trop compliqué, bien sûr. Ça nous amènerait trop loin. Je cherche à donner plus exactement le cheminement de ma pensée avec ses conséquences. Si j'admets l'interdépendance universelle sur ce plan, donc, des émotions et des pensées, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit, cela implique que, non pas derrière le monde visible, mais comme pénétrant ce monde visible, il y a un monde invisible. Ce n'est pas un arrière-monde, c'est le vrai monde dont notre nature corporelle nous tient exilés. Comment y pénétrer? Alors là, il faut distinguer la science et la connaissance. La science est obligée, du fait qu'elle recherche l'efficacité avant tout, elle est obligée d'établir des divisions. Elle distingue le vivant et le non-vivant, l'organique et le minéral. La connaissance ne distingue pas ces choses-là. Pour elle, il y a de la conscience, il y a de la vie et de la conscience partout, même dans la plus petite quantité de matière matérielle, le minéral du chemin, le caillou du chemin. On va chercher la conscience jusque dans le secret de ce caillou. Cette distinction entre la science et la connaissance, les modernes la font assez malaisément. Et pourtant, si on considère les véritables motivations des fondateurs de la science moderne, je parle de Kepler, de Galilée, de Descartes, de Newton, on est surpris de voir à quel point c'était des préoccupations d'ordre métaphysique, ou même ésotérique. Et j'apporte là aussi, alors, une deuxième distinction, après avoir fait la distinction entre la science et la connaissance, j'apporte une deuxième distinction qui est capitale, si on veut comprendre ma pensée, c'est la distinction entre la mystique et la gnose. Autant la mystique peut apparaître nocturne, autant la gnose est solaire. Je ne dis pas que la mystique est réactionnaire, bien entendu, mais il est certain que dans la mystique, il y a un facteur de dissolution de la conscience, d'assoupissement de l'intelligence, et par conséquent de dissolution de l'être. La mystique conduit à l'extase, c'est-à-dire à quoi? À la fusion de l'être dans le monde, à une sorte de sortie de l'être hors de soi, de l'individu hors de soi. La gnose, c'est exactement l'inverse. La gnose, la connaissance, ne conduit pas à l'extase, elle conduit à ce que Mircea Eliade a nommé
d'un néologisme, l'enstase, c'est-à-dire en fait l'inverse de l'extase, la concentration des puissances de l'être. Et ceci est capital. Et en même temps, par conséquent, elle permet, cette gnose, le jeu de la rationalité, le jeu de la raison. Cette exigence fondamentale que nous, occidentaux, nous avons apportée au monde depuis les Grecs, c'est l'exercice de la raison. Mais il y a raison et raison. Il y a eu la raison logico-déductive des modernes qui aboutit aux impasses épistémologiques que nous connaissons aujourd'hui et à la crise des fondements de la science moderne. Mais il y a une autre raison supérieure, appelons-la supérieure si vous voulez, sans modestie, que Husserl l'a appelée la raison transcendantale et qui est justement la raison des gnostiques. Alors c'est de cette raison-là que j'ai apporté à justifier la légitimité, n'est-ce pas? Évidemment, et c'est pas commode, il est bien évident qu'en quelques minutes, je vais simplement essayer de saisir le mode opératoire dans son essence. Contrairement à la dialectique de Hegel, si vous voulez, procédons par comparaison. La dialectique de Hegel oppose la thèse et l'antithèse. Elle part d'un couple d'opposition et elle essaie de le surmonter d'une façon linéaire, thèse, antithèse, synthèse. La structure absolue, ou la caractéristique universelle leibnizienne, ou le Viking des Chinois, car c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Le Viking, le livre des transformations, le plus ancien document de l'humanité, il est basé exactement dans le même... Il est exactement calqué dans ce moule logique, dans le même moule logique que la structure absolue. La structure absolue ne part pas d'un seul couple d'opposition, elle part de deux couples d'opposition, qui sont en croix. C'est une sorte de croix horizontale, d'équateur dans un cercle, et ces couples d'opposition créent deux sens de rotation, et par conséquent dégagent une verticalité ascendante, une ligne d'épaule, et une verticalité descendante. Deux transcendances. Et ça qui est capital. C'est que tandis que les théories de la connaissance opposaient l'objet et le sujet d'une façon linéaire et restaient dans l'impasse, nous arrivons maintenant à une théorie gnostique qui, elle, fait éclater sa simple dualité. La simple dualité inefficace et stérile de l'objet et du sujet au bénéfice d'une construction. Elle fait fructifier les oppositions. L'image, la meilleure image de la structure absolue, c'est le fruit portant son germe. C'est un fruit germinatif. Au centre, il y a un germe. Alors, ces deux oppositions, donc, formant deux couples, cette quadruple opposition en deux couples, n'est-ce pas, fait deux rotations avec une transcendance vers le haut qui est la montée dans le sens et une transcendance vers le bas qui est la descente dans la dissémination des signes. Vous vous rendez compte à la fois d'une divergence et d'une convergence, d'une négativité et d'une positivité. Il n'y a pas de négativité pure dans le monde. Ça, c'est une sorte une des conséquences des théorèmes immédiats qui sont déduits du fonctionnement de la structure absolue. Une fois qu'on considère la structure absolue comme un système opératoire, qu'on a cette clé, cet instrument bien en main, du fait que c'est un instrument universel et qu'il est applicable par conséquent à tous les champs de la connaissance et de l'activité humaine, il est bien certain que les thèmes d'application de la structure absolue se lèvent en foule. Je n'en retiendrai évidemment que quelques-uns. Mais en gros, les grandes lignes d'application, elles sont évidemment fondamentales. La structure absolue donne accès à une nouvelle logique, celle de la rationalité transcendantale. Elle donne accès à une nouvelle éthique et à une nouvelle esthétique, en les mettant d'ailleurs toutes les deux en relation, car il n'y a pas d'éthique et d'esthétique absolue au regard de la structure absolue. Ces trois points que je voudrais examiner très sommairement. Mais avant tout, il faut rappeler qu'au centre de la structure absolue, il y a l'homme intérieur. L'homme intérieur tel que saint Paul l'a désigné dans ses épîtres, mais tel que Husserl l'appelle le moi transcendantal, ou bien le soi des védantistes. C'est exactement la même chose de ce point de vue-là. C'est l'homme intérieur qui est le moteur immobile de la structure au centre de celle-ci. C'est lui qui en est le centre germinatif. Et cet homme intérieur, immédiatement, vous apercevez qu'il est irréductible à toute instrumentalité sociale. Il a des domaines de méditation et des domaines d'action, de non-action, dirais-je dire, de non-action active, au sens où le Tao emploie ces mots, de non-agir, qui ne fait rien, mais qui fait qu'il se puisse faire. Il a des domaines d'action spécifiques. Et ces domaines d'action, je les énumère, car ils sont faciles à énumérer. Ils sont sur les trois plans de l'homme, le corps physique, le corps psychique, l'âme, et le corps spirituel, l'esprit. Sur le plan du corps physique, c'est le sexe dans son action érotique, dans sa fonction érotique, et non pas dans sa fonction génésique, bien entendu. Au point de vue de l'âme, au point de vue psychique, c'est l'art, et au point de vue spirituel, c'est les méditations métaphysiques, et notamment la position en face du problème de la mort. Sur ces trois problèmes, dans ces trois domaines, aucune répression sociale ne vaut, aucune idéologie sociale, aucune instrumentation sociale ne peut avoir d'effet. J'y tiens essentiellement parce que ceci est une des conséquences immédiates du caractère englobant, enveloppant de la structure absolue. Toutes les doctrines sociales sont mises en relation par elle et par conséquent relativisées, y compris le marxisme, qui est la plus importante d'entre elles, qui se trouve par conséquent lui-même réduit à sa fonction réelle
et qui voit ses prétentions diminuer, en ce sens que le marxisme, pour moi, n'est pas la philosophie de l'histoire, mais la physique de l'histoire. Et ceci est extrêmement important. D'ailleurs, nous greffant immédiatement ma réflexion sur le plan politique, puisque nous y sommes déjà par l'intermédiaire du marxisme, il est certain qu'une notion comme la lutte de classe, elle aussi, ne peut pas être une explication universelle de l'histoire, une philosophie de l'histoire, ou même la philosophie de l'histoire. La lutte de classe se trouve elle aussi relativisée. Pourquoi ? Parce que dès que vous posez la structure absolue et que vous dégagez les quaternités de base des fonctions sociales, vous vous apercevez que cette quaternité, qui est l'élément, je le répète, fondamental de fonctionnement de la structure absolue, implique que les hommes se divisent en 4 castes, non pas des castes figées, des castes dialectiquement liées, en mouvement complet, en mouvement relatif et en même temps absolu. Les hommes de connaissance, les hommes de puissance, les hommes de gestion et les hommes d'exécution. Les notions de prolétariat, de lutte de classe s'inscrivent dans ce système-là. Mais il est bien évident que la lutte des castes, ou plutôt la dialectique des castes, est infiniment plus englobante que la lutte des classes. Ceci est très discutable, bien entendu, vis-à-vis pour un marxiste, je le concède facilement. Je demande d'ailleurs qu'on m'explique qu'un marxiste sur ce problème-là. Mais il est bien évident pour moi aussi, et maintenant c'est absolument certain en ce qui me concerne, c'est une conviction profonde, que ce que je mets en jeu ici, par conséquent, ce n'est pas telle ou telle politique, c'est la politique en soi, dans la mesure où la politique est affaire de puissance. Et où par conséquent, au contraire, la connaissance, elle, n'est pas une affaire d'institution. La connaissance ne s'institutionnalise pas. Pour moi, l'homme intérieur appartient à ce que j'appelle la prêtrise invisible. Toujours la prêtrise invisible a besoin d'une église, a besoin d'une institution, où elle cesse par conséquent d'être invisible, elle entre déjà en décadence. Je n'insiste pas sur ce plan politique, je suis obligé d'aller très vite. Abordons, si vous voulez, simplement rapidement les autres conséquences, les autres domaines d'application de la structure absolue, à savoir la nouvelle logique, la nouvelle éthique et la nouvelle esthétique. La nouvelle logique, évidemment, c'est une logique qui n'est pas logico-déductive, au sens où est la logique de l'ère classique. Elle appartient, je le répète, elle est ressortie à la rationalité transcendantale. Mais je m'aperçois, et ici c'est un rapprochement fondamental, car je le répète, je n'ai rien inventé, que cette logique-là, c'est exactement la logique du Viking, des anciens Chinois, le plus ancien document de l'humanité, qui remonte à 4 ou 5 millénaires en arrière. Et c'est finalement la logique de Mao Tse-tung, aussi étonnant que cela paraisse. Mao Tse-tung ne l'a pas formalisé. Mais rappelez-vous que lorsqu'il écrit sur la contradiction, il parle de la contradiction principale, de la contradiction secondaire, ou bien il parle de la contradiction antagoniste, de la contradiction non antagoniste, et qu'il établit une dialectique entre ces deux contradictions, ces deux sortes de contradictions, de même que la structure absolue parle de 2 couples d'opposition et non pas d'un seul. Voyez par conséquent à quel point le marxisme de Mao Tse-tung est infiniment plus riche, plus souple en même temps que le marxisme purement hegelien qui reste linéaire. Ceci est évidemment fondamental, même si Mao Tse-tung, je le dis tout de suite, n'a pas formalisé complètement sa logique. Mais il est enraciné dans cette vieille logique du Viking, qui alors est complètement formalisée, et dont je rappelle que Leibniz aussi en a pris connaissance lorsque les jésuites ont amené le Viking en Europe à la fin du XVIIe siècle. Leibniz, dans une intuition géniale, a dit « Mais c'est cela ma caractéristique universelle, c'est la logique du Viking, qui est la logique que je cherche. » Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a commencé à travailler sur la numération binaire. Au point de vue éthique, la conséquence immédiate de la structure absolue, c'est qu'il y a du positif partout. Et que par conséquent, les situations les plus lamentables, les plus difficiles, les situations apparemment les plus négatives contiennent une positivité. Et que par conséquent, il n'y a pas de jugement de valeur possible. Et ça, c'est une nouveauté fondamentale à l'époque actuelle, et qui pourtant n'est en rien neuve quant à l'éthique de toujours. Je rappelle qu'un des plus grands gnostiques de l'Occident, qui est Maître Eckhart, qui est vraiment un des très grands gnostiques occidentaux, est d'une actualité complète. Et je veux dire que par là, les formules soi-disant à l'époque hérétiques, ou prétendument plutôt hérétiques à l'époque de Maître Eckhart, pourraient être notre nourriture, notre pain de tous les jours. C'est Maître Eckhart qui a dit, ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient, c'est nous qui sanctifions nos actes. Ben voilà une éthique qui est sortie directement d'une pensée englobante pour laquelle il y a de la positivité, toujours de la positivité partout. Même la guerre, même le blasphème, même ce qui apparemment est le plus infécond, l'homosexualité, etc., ont une positivité qu'il faut dégager. C'est une des tâches fondamentales de ceux qui opèrent avec la structure absolue, de dégager la positivité de ces situations. Je n'ai pas le temps, bien entendu, de les examiner ici, mais par exemple, il y a une positivité dans l'homosexualité, même si l'homosexualité sur le plan génésique est inféconde, elle a
positivité qu'il faut dégager. Et c'est à ce titre-là que la structure absolue introduite à une gnose, à une connaissance, et à une éthique également, encore une fois, une éthique qui est d'ordre métaphysique et non pas morale. Et il est certain qu'en ce qui me concerne, par exemple, moi qui étais dans ma vie, au début de ma vie, un activiste, par conséquent un homme de premier mouvement, un homme de passion, la structure absolue m'oblige à revenir sur mon premier mouvement et à ne pas le livrer, et à attendre une spontanéité seconde, et à ne pas me contenter d'une spontanéité première. Elle m'oblige à appliquer la formule de Spinoza: toute passion cesse d'être une passion dès que nous nous en faisons une idée claire et distincte. Autrement dit, dès que nous soumettons cette passion à la dialectique ascendante, la dialectique verticale vers le haut de la structure absolue, cette passion devient une idée et se décharge par conséquent de cette force passionnelle, cette force qui crée finalement des émotions et des passions et des jugements de valeur. En d'autres termes, la spontanéité seconde, qui intègre la spontanéité première, qui la dépasse et qui en même temps aussi, il faut bien le dire, la corrige et l'annihile, cette spontanéité seconde, c'est l'idéal éthique de la structure absolue. Elle transforme la vie, elle transforme les mouvements passionnels en mouvements de sagesse. Il est certain, par exemple, d'un point de vue très immédiat, que je ne peux plus m'indigner en politique. Un monde aussi scandaleux que celui que nous connaissons, qui est peut-être le monde le plus scandaleux ou le plus pourri qui n'ait jamais existé dans l'histoire, il est bien certain que ce monde provoque spontanément, si on s'abandonne à son premier mouvement, des réactions d'indignation. Je déclare aujourd'hui très froidement, ou j'essaye en tout cas de déclarer très froidement, que l'indignation pour moi est un péché plus grand que le mensonge. Voyez-vous, ça fait partie de l'éthique de la structure absolue, de ses applications immédiates. Et quant au point de vue esthétique, alors là, évidemment, c'est également très capital, en ce sens que, du fait que la structure absolue constate des divergences vers le bas et des convergences vers le haut, elle admet deux sortes d'esthétique, ou plus exactement deux sortes d'art. Un art de dissémination, un art de fascination par la descente dans la dissémination des signes, et un art de communion ou de transfiguration par la montée dans l'unité du sens. Je voudrais terminer sur des considérations concernant l'actualité de ces recherches qu'au début j'ai déclarées trop modestement intemporelles. Lorsque j'ai étudié la structure absolue, lorsque le livre a été publié en 1965 exactement, la première lettre que j'ai reçue a été celle d'un savant atomiste de Genève, qui est d'ailleurs un très grand ésotériste, qui s'appelle Robert Guirand, qui m'a écrit, je ne le connaissais pas du tout, mais cher monsieur, je viens de lire votre livre et je constate que la structure que vous proposez est exactement celle que nous cherchons, nous atomistes, pour la structure du quark. Je ne savais pas à l'époque ce qu'était que le quark, il me l'a expliqué. Le quark, c'était une structure nouvelle, imaginée par les atomistes pour, en quelque sorte, mettre de l'ordre dans la prolifération sans fin des particules élémentaires qu'ils ne cessent de découvrir. Hypothèse de travail. C'est une hypothèse de travail, mais spontanément, pour une raison d'économie de pensée, et c'était arrivé à une image qui était exactement celle de la structure absolue. Et lorsque le professeur François Jacob est passé à la télévision il y a quelques années à la suite de l'apparition de son livre « La logique et le vivant », un de ses interlocuteurs lui a dit « Mais monsieur le professeur, savez-vous que la structure du code génétique et des 64 codons, c'est exactement la structure du Viking, avec ses 64 combinaisons d'hexagrammes. » Et effectivement, d'ailleurs, ça va encore plus loin que ne le disait cet interlocuteur, car les hexagrammes du Viking et les triplés et les sextuplés des codes génétiques sont exactement bâtis sur le même modèle géométrique. Et à la base du code génétique, vous avez 4 bases nucléiques, de même qu'à la base du Viking, il y a une quaternité, comme pour la structure absolue, bien entendu, le vieux Yin, le vieux Yang, le jeune Yin et le jeune Yang. La similitude est absolument, par conséquent, totale. Et le professeur François Jacob, je me rappelle, a répondu, c'est curieux. Son interlocuteur aurait pu lui répondre ce que m'a répondu au maître spirituel quand je lui faisais les mêmes réponses. C'est curieux. Il me disait d'un air ironique, curieux seulement. Évidemment, c'est un monde qui s'ouvre. Et la logique du code génétique étant la même que la logique du Viking, il est vraisemblable que déjà cette conjonction des extrêmes, du plus lointain passé jusqu'à l'avenir, le plus immédiat, et en même temps aussi le plus lointain, en tout cas le plus riche de découvertes, vous voyez cette conjonction, ce court-circuit qui s'établit là aussi, entre les deux extrêmes, c'est ça, finalement, la nouvelle logique et les nouvelles perspectives de la science moderne et plus exactement de la gnose moderne. Ce que les Américains qui sont en avance sur nous, je suis obligé de le reconnaître, commencent à appeler le GNU, gnosticisme. Et je voudrais terminer sur cette image du sage, de la Kabbale hébraïque,
puisque je ne peux pas oublier que je suis un ésotériste, Dieu sait si on me l'a reproché. Ce sage de la Kabbale hébraïque en train de méditer sur de gros livres dans sa cellule la nuit, sont les livres de la loi. Il n'agit pas, il médite. Et simplement, la Kabbale le dit en le voyant en état de méditation, en le voyant en état de non-action. La Kabbale suggère qu'il est en train, par cette méditation, de soutenir les mondes. Et la Kabbale dit effectivement, c'est l'étude de la loi qui soutient le monde. Voilà ce qu'on peut le mieux dire pour illustrer le côté moteur immobile de la structure absolue. Voilà, Raymond Abellio.